Avant, c'est ça plein avant. Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Bienvenue sur Sud Radio en ce vendredi soir, Philippe Spanghero. Comment ça va? Bonsoir messieurs, ça va et vous? Ça va très bien. Un top 12 pour devenir champion du monde. Depuis la défaite contre l'Afrique du Sud, un refrain surface, le 15 de France ne disposerait pas assez de semaines de préparation, de vécu collectif pour rivaliser avec l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, par exemple. Alors que les moyens actuels semblent être les meilleures dispositions qu'un staff n'a jamais eu. Philippe, avant de rentrer totalement dans le sujet, quand on regarde la convention actuelle et les conventions précédentes, sommes-nous mieux lotis qu'avant? On est beaucoup mieux lotis. Il y a eu un consensus qui a été trouvé entre le rugby professionnel et la fédération de tutelle au bénéfice de l'équipe de France, qui n'a jamais existé auparavant. Et ça, il faut le saluer. Il y avait une première discussion qui avait été menée un peu dans la douleur au bras de fer sous la présidence de Bernard Laporte, qui avait déjà déverrouillé pas mal de choses. Et puis, ça a été encore renforcé là. Autant dans les règles de durée de libération des joueurs, avec ces listes de joueurs premium, avec les joueurs non conservés renvoyés dans les clubs pour essayer d'atténuer un peu la façon dont les clubs sont pénalisés avec leurs joueurs internationaux, et puis surtout en termes de rémunération et d'indemnités compensatrices. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais le nerf de la guerre restera toujours l'argent entre des visions qui sont forcément divergentes. Et donc, on n'a jamais fait mieux, il faut se le dire. Donc, il ne faut pas tout remettre en question après un match. Et là, des débats de fond sont en train de revenir sur la table. Mais le constat, c'est que le rugby français n'a jamais partagé une vision à ce point au bénéfice de l'équipe de France. Oui, ça c'est quand même assez clair sur ce point-là. Pourtant, de nombreux observateurs estiment qu'une réduction du championnat à un top 12, donc avec 2 équipes en moins, et donc 4 week-ends de compétition en moins, aiderait grandement le rugby français à atteindre l'objectif suprême, être champion du monde. Alors, première question, Philippe, est-ce que l'économie du top 14 pourrait prendre un tel risque de provoquer un tel bouleversement? Alors, le risque financier, il est très élevé. D'abord parce qu'on le répète tout le temps, l'économie du rugby, plus que n'importe quel autre sport, repose sur les jours de match. On a parlé de l'évolution des infrastructures, on a parlé des affluences dans les stades qui augmentent tous les ans, et donc forcément des revenus pour les clubs. Aujourd'hui, en simplifiant un peu le propos, grosso modo pour un club qui a un stade d'une petite capacité et qui n'est pas très performant en relations publiques, forcément en regard à son nombre de places dans son stade, un match à domicile, on va dire que c'est dans les grandes lignes 500-600 000 euros de revenus par match. Pour les gros clubs qui aujourd'hui ont des infrastructures qui leur permettent d'accueillir 18-20 000 personnes par match et au moins 2 500 personnes en hospitalité, c'est plus d'1 million par match. Donc vous enlevez 2 matchs à domicile, c'est déjà 2 millions de recettes nettes. À ça, vous ajoutez bien sûr des quotes-parts des sponsors qui auront moins de visibilité sur la saison régulière. Vous rajoutez à ça la quote-part en moins des reversions de la Ligue nationale du rugby qui forcément aura moins de revenus parce que moins de droits télé, moins de partenaires, etc. Donc vous allez vite atteindre des montants de 4, 5, 6 millions par club. Aujourd'hui, l'économie du rugby ne peut pas se permettre parce qu'en face de ça, vous avez des contrats qui sont signés avec les joueurs pour des durées de plus en plus longues, des contrats de 4, 5 ans. Tout ça, c'est beaucoup démocratisé. On a envie de garder les joueurs sur des durées longues et forcément avec des salaires qui vont avec. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision parce qu'en face, vous n'avez pas les leviers pour réduire vos charges. Oui, parce que si forcément il y a moins de matchs, il y a moins d'argent, cela voudrait dire donc que des salaires aussi peut-être plus faibles pour les joueurs et moins d'argent aussi pour les clubs, puisque moins de matchs, moins de recettes de billetterie, moins de diffusion télé et par ruissellement des formations au sein des clubs qui perdraient leur superbe aussi, Philippe Spanghero. Bien sûr, forcément. Donc, parce que si l'idée globale est d'aider le 15 de France à être champion du monde, on peut aussi, en réduisant un top 12, le pénaliser à moyen et long terme. Non, mais clairement. Et puis aujourd'hui, en fait, on le répète souvent, mais elle est très compliquée, l'équation du rugby français.
parce qu'on s'est construit sur un modèle unique au monde, de rugby professionnel très fort, d'une ligue très forte, qui génère une économie pour les clubs et de façon générale sur ces territoires qui est très importante. Et donc le rugby professionnel a une place en France qu'il a nulle part ailleurs dans le monde. Donc il faut faire cohabiter ça avec l'enjeu de l'équipe nationale. Et de toute façon, on voit que les équipes performantes, parce que le débat, il vient d'où? Il vient justement de ce dernier match, il vient du débat qu'on a de temps en temps, et souvent au moment de ces confrontations, quand on les perd, de dire, mais finalement, est-ce qu'on rivalise avec les mêmes armes? Parce qu'on voit les joueurs sud-africains, notamment les cadres, qui finalement ont très peu joué avec leur province par rapport à ce qu'ils jouent avec l'équipe nationale. Et donc, clairement, la priorité, c'est l'équipe nationale. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont rémunérés de façon plus importante par leur fédération en direct. Donc, la fédération a la main en direct sur ses joueurs et c'est elle qui décide de quand ils jouent et quand ils ne jouent pas. Et donc, la finalité, elle est assez simple si on sort des contraintes opérationnelles financières. C'est-à-dire, il faudrait à la fois offrir au club la possibilité d'avoir de la latitude pour avoir plus de joueurs pour ceux qui consomment beaucoup d'internationaux, donc retravailler sur éventuellement un salary cap évolutif comme c'est déjà le cas, mais en revoyant un peu les règles, et que la fédération prenne en charge de façon plus importante dans l'année les joueurs, en considérant qu'elle les ait à disposition au moins 50% de la saison. Ah oui, ça, et donc du coup, moi j'ai une question quand même d'amoureux de notre rugby en France, Philippe. Pourquoi on changerait un championnat qui est le plus prolifique du monde, qui est le meilleur niveau sportif du monde? En fait, est-ce que le rêve d'être champion du monde doit passer par un changement de l'élite du rugby français? Mais c'est une vraie question philosophique. Parce que d'abord, est-ce qu'on est capable de répondre à la question d'avant, qui est de dire, est-ce que dans l'état actuel des choses, on est incapable d'être champion du monde? Parce que ça c'est dur à dire. Moi, je n'ai pas la certitude qu'on puisse pas l'être. Il faut comparer ce qui est comparable. En période de Coupe du Monde, les joueurs sont ensemble 3 mois. Là, aujourd'hui, honnêtement, il y a un fossé dans ce qu'on a vu samedi dernier entre le niveau de cette équipe sud-africaine et le niveau de notre équipe de France. Ils étaient ensemble que depuis une semaine. Donc, on va voir la montée en puissance de cette tournée d'automne et on fera le bilan de savoir si on est vraiment si loin que ça du top mondial. En tous les cas, il y a quand même un petit sujet d'inquiétude parce qu'on en a parlé la semaine dernière et on l'a dit trop peu pour moi. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un enjeu. C'est cette prochaine Coupe du Monde avec cette nouvelle formule où il faut finir dans les 6 meilleures équipes du monde au classement World Rugby. Ça se finit à la fin de la tournée d'automne pour être tête de série dans les poules et s'acheter une forme de sérénité dans la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde. Aujourd'hui, attention, parce que les Anglais reviennent fort, les Anglais nous sont repassés devant. Et donc, il nous reste 2 matchs pour assurer cette place dans le top 6 mondial. Donc, on n'a pas trop droit à l'erreur ni contre les Fidji ni contre l'Australie en fonction de ce qui va se passer ailleurs pendant cette tournée d'automne. Donc, ça, c'est le premier enjeu très court terme. Donc, il faut quand même faire attention à ça et on n'en parle pas assez. Et puis ensuite, il faut se projeter sur ce qui va se passer en 2027 et répondre à cette question de savoir si, avec les joueurs à disposition pendant 3 mois et avec le vivier qu'a aujourd'hui l'équipe de France par rapport à ce travail de formation qui a été assez exceptionnel. Et ça, il faut saluer tous les clubs qui ont mis des moyens beaucoup plus importants et qui ont intégré dans leur stratégie une vraie vision de la formation qui existait un peu moins hier, avec la conjonction de cette règle des gifs qui aujourd'hui a pris toute sa place et qui montre que ça fonctionne. Alors, j'ai une dernière proposition pour toi, Philippe. Si on écarte donc l'idée de changer le top 14, moi j'ai une théorie. Tu me dis ce que t'en penses, Philippe, puisque tu connais bien mieux le sujet que moi. Comment peut-on renforcer le 15 de France et ses plages de préparation? Est-ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple, des contrats fédéraux à 50%, voire 70% payés par la Fédération française de rugby, pour qu'ils puissent être mis beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement, ces joueurs-là, à la disposition de la sélection? Mais toutes les questions d'argent, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et quelque part, pourquoi le rugby anglais se porte mieux qu'hier? C'est pas la seule raison, mais parce qu'aujourd'hui, le seul rugby au monde qui ressemblait au rugby français en termes de puissance de son rugby de club, c'était l'Angleterre.
avec les difficultés de l'économie du championnat anglais, finalement, la fédération a remis la main sur le rugby professionnel en prenant des joueurs sous contrat pour aider indirectement les clubs financièrement, mais aussi avoir plus à disposition et être plus maître du destin, du calendrier de ces joueurs-là. Et donc, on voit que ça fonctionne. Mais parce que la fédération anglaise en a les moyens. Donc, bien sûr que tout ça, c'est possible. Mais la réalité, c'est que qui a la main sur les montants ? C'est-à-dire que, par exemple, si demain, les clubs décident de payer les joueurs internationaux 700 000 euros par saison, il faut que la fédération accepte sans sourciller d'en prendre 50% du montant. Ça amène quand même plein de questions philosophiques. C'est-à-dire, est-ce que la règle, c'est 50% capé à un certain montant de salaire ? Parce que si demain, les clubs font n'importe quoi sur la rémunération des top joueurs, la fédération ne pourra pas assumer 50% de prise en charge pour tous les joueurs forcément. Donc, il y a des débats de fond. Il faut qu'il y ait déjà une volonté commune de se dire que tout le monde doit servir quelque part l'équipe nationale. Ça, je pense que ça a été acté. Il y a eu des avancées très significatives dans le rapprochement des visions entre la Ligue et la Fédération. Et ça, il faut le saluer. Donc, bien sûr que c'est encore pas optimum par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais parce qu'on a un contexte différent, parce que notre rugby professionnel a trop de place, a une économie très forte et génère sur ces territoires des enjeux économiques qui sont beaucoup plus élevés que ce qui existe ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Philippe, on te retrouve dès 20h demain pour évoquer l'équipe de France face aux Fidji. Ce sera à Bordeaux. Demain, tu seras accompagné évidemment comme d'habitude de Jean-Baptiste Elissal. Merci Philippe, belle soirée à toi. Bon Pro D2, bonsoir. J'en peux plus. On me dit la Pro D2, je le rappelle. La Pro D2, justement, elle est de retour dans un instant. À tout de suite.